Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme. Tim's on cause it's cold in the winter time. I'm a boss. Elie Loquin, bienvenue sur Ressources. Merci. Tu connais un petit peu le podcast? Oui, j'ai déjà vu sur Instagram. Ouais. C'est un peu une première pour toi. Merci en tout cas de prendre de ton temps pour parler un petit peu de ta vie qui est en partie dédiée au sport, hein, parce que tu as commencé toute petite avec le patinage. Exact. Raconte un petit peu déjà peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, dire d'où tu viens, et ce que tu aimes faire dans la vie. Mon nom c'est Elie Loquin, j'ai 17 ans, je viens de Villars-sur-Olon et puis dans ma vie j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai commencé à faire du ski alpin et du patinage artistique un peu en club comme ça avec compétition. Après j'ai beaucoup fait de sport avec ma famille, on a toujours été très sportifs. Le ski et le patinage ça a vraiment été mes deux sports, j'en ai fait toute ma vie. Puis le ski, il y a quelques années, ça a un peu pris le dessus sur ma vie et puis j'ai continué, j'ai dû arrêter le patinage. Et puis sinon, maintenant, je fais toujours beaucoup de sport dans la vie de tous les jours et puis je consacre quand même une grande partie de ma vie au ski alpin entre les entraînements physiques, sur les skis. Mais vraiment, j'adore ça et puis sinon, je suis étudiante à Brigue en sport-études et pour l'instant, ça se passe super bien. Je vais rentrer dans ma deuxième année et... Tu commences par le patinage artistique, pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui en a fait ? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer par le patinage ? Alors, c'est mes parents qui m'ont mis parce que dans notre village, c'était assez populaire. Les filles, elles faisaient, toutes mes copines et tout, elles faisaient pas mal elles ont commencé ça. Donc, mes parents, ils m'ont mis au patinage artistique et j'ai tout de suite été pas mal progressé assez vite. Donc, Là, t'avais quel âge quand t'as commencé ? 4 ans par là. Ah ouais. Tu sais, quand j'étais à l'université, j'avais des cours à la Vaudoise Arena de patinage artistique et de hockey. Et je voyais les filles, 7-8 ans, à 7h du matin sur la glace. Ça m'impressionnait. À 7-8 ans, tu as déjà cette rigueur. Est-ce que c'était ton cas ? Alors, à 7-8 ans, je m'entraînais quand même beaucoup. J'avais un peu une entraîneuse qui m'entraînait un peu en privé. Et je faisais, j'allais à l'école, j'allais à midi, je retournais à l'école, je retournais le soir parce que mon école était assez proche de la patinoire. Et puis, je mangeais juste avant mon entraînement, je retournais le soir. Et puis, c'était pas mal, très répétitif, mais ça me dérangeait pas. C'était un peu mon sport et tout ça. Donc, parce que le ski, c'était une fois par semaine quand j'étais petite, et puis sur les week-ends, et puis la semaine, je faisais beaucoup de patin. Donc, Puis maintenant, ça a quand même pas mal... les filles, elles font quand même beaucoup plus que quand j'étais jeune. Et puis, Vraiment cette culture du travail, même tôt le matin à 6h30, 7h sur la glace. Maman m'avait proposé, quand j'ai commencé à avoir un assez bon niveau, à commencer à aller dans une école et puis à m'entraîner des heures et des heures par semaine, consacrer tout, arrêter l'école pour faire que ça et puis arrêter mes études pour faire ça. J'ai dit non, moi j'ai envie de continuer et puis c'est pour ça que le ski est venu un peu plus. Et justement, ce changement de sport, comment il se passe ? Tu allais surtout le week-end skier, mais est-ce que tu avais déjà cet objectif de performer en ski ? J'ai toujours été les deux, ça n'a jamais été un plus que l'autre jusqu'à mes 12 ans. J'ai vraiment fait les deux un peu au même niveau et tout d'un coup, j'ai commencé à faire un petit peu moins de patinage et puis après, je me suis rendu compte que le ski, c'était vraiment... ça me correspondait mieux aussi dans l'esprit parce que le patin c'est très... on s'entraîne beaucoup, c'est très dur mentalement et puis on est très aussi seul, c'est très dans la solitude, un sport très seul. Et le ski, t'es tout le temps avec tes amis, tu as du plaisir ensemble, tu pars... t'es très dans le plaisir commun aussi dans une équipe. T'es plus intime quoi. Ouais, exactement. J'adore les carrières sportives et puis je me rends compte de plus en plus que la plupart des sportifs d'élite ont pratiqué plusieurs sports pendant leur enfance, leur adolescence, parce que ça développe des compétences et capacités diverses, c'est multitâche on va dire. À quel point toi ça t'a été bénéfique, le fait de faire du patinage et du ski en même temps ? Est-ce que tu as des capacités que tu as pu retransmettre à un sport ou à l'autre ?
Bah, ça m'a énormément aidé, vraiment ça m'a énormément aidé. Je suis très reconnaissante envers mes parents qui m'ont direct mis à faire beaucoup de sports différents en fait. Et bah, je dirais déjà, enfin, juste l'équilibre, juste dès que j'essaye un nouveau sport que j'ai jamais essayé, je suis assez, ça vient tout de suite. Et ça c'est bah, grâce au fait que j'ai fait beaucoup de sports différents quand j'étais jeune. Et puis bah, je dirais plein de trucs, hein, de l'équilibre, de la coordination. Je pense que c'est plein de trucs que j'ai acquis dans ma jeunesse qui me servent beaucoup dans le ski maintenant. Tu viens d'une famille de grands sportifs, oui. On va dire. Je vois ton père qui fait beaucoup de vélo sur Strava et des tours assez fous. La famille, c'est très important. Le cocon familial, c'est super important pour amener un athlète à un certain niveau. Il faut un soutien. Tout seul, c'est très, très compliqué. Voilà. Quel rôle respectif ils ont joué tes parents ? Bah, je dirais ils m'ont toujours soutenu un peu dans tout ce que je faisais et ils ont toujours été très motivants à faire du sport. Ils ont toujours été là sur mes courses, ils m'ont toujours supporté, ils m'ont toujours aidé, enfin tout faire pour que tout aille mieux et tout aille bien dans ce que je faisais. Et t'as une sœur ? Oui. Qui a le même parcours que toi. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu d'elle aussi ? Parce qu'on aura peut-être bientôt 2 championnes au JO. Oui, alors ma petite sœur... Les parents ont bien fait le job là. Ah ouais, je pense. Je pense que là, ils ont 2 filles très, très sportives et très... Ouais, moi, avec ma petite sœur, on s'entend bien. Et puis, ben, elle le fait aussi comme moi, beaucoup de sport. Et puis, ben, j'espère qu'un jour, on se retrouvera peut-être dans la même équipe à faire les mêmes courses. Et puis après je sais pas si c'est son objectif dans la vie, je sais pas si elle va arriver on va arriver à la même chose, mais je lui souhaite en tout cas. Et ouais, elle fait... Qu'est-ce qui diffère, enfin, est-ce qu'il y a des différences entre ta sœur et toi? Bon, bien sûr, il y a l'âge, donc oui, peut-être pas les mêmes objectifs en tout cas aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes plutôt similaires dans votre mode de votre réflexion personnelle ou ça diffère un petit peu? On est assez différentes quand même. On s'entend très très bien, on est comme deux potes, on s'entraîne pas mal ensemble, on s'entend super bien, mais on n'a pas trop le même caractère. Un peu, moi je suis assez, on va dire, organisée, je sais ce que je suis assez planifiante, et elle est assez tête en l'air et assez... Mais on se complète bien, je vais dire. Elle m'apporte des choses et moi je lui apporte des choses aussi. Je pense que j'ai été un peu un exemple pour elle aussi, et puis moi ça me rend heureuse que je sois là pour elle. Est-ce qu'elle te donne des conseils avec sa petite expérience? Ouais, elle me gère pas mal. C'est vrai? Ouais, elle fait un peu la petite chef avec moi souvent. C'est vrai? Et ouais. Mais elle t'aide aussi à décompresser vu qu'elle est un peu moins structurée que toi. Oui, elle m'apporte quand même beaucoup de choses. Elle me dit... des fois, je me dis qu'elle voit la vie d'un autre angle, et puis donc je la comprends. Et ouais. Mmh. Aujourd'hui, tu es à Brigue, du coup, dans une structure qui vise à professionnaliser l'athlète. C'est un centre de formation. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce centre? Comment tu as fait pour arriver là-bas? Est-ce que c'est, encore une fois, ta famille qui a poussé pour ça? Est-ce que c'est tes résultats? Est-ce que c'est Suisse Olympique, Suisse Ski? Voilà, raconte-moi un petit peu le parcours, le chemin pour arriver dans cette structure qui n'est pas destinée à tout le monde. Ouais, alors en Brigue, on change de catégorie dès qu'on arrive à un certain âge. On arrive à 16 ans, on est encore en U16, et après on passe en FIS. Et ce passage-là, il est assez décisif, on va dire, selon nos résultats. Notre dernière année est très, très décisive. On a un nombre de résultats à accomplir pour arriver à Brigue, qui est, ça s'appelle la NLZ, c'est le groupe un peu de performance nationale. Et puis moi j'ai eu ces résultats, donc j'ai pu aller à la NLZ, donc pu aller à Brigue où je suis à l'école maintenant. Et puis là c'est un gymnase, donc je vais faire ma maturité, c'est en 5 ans. Là je vais faire ma 2e année. Et ça c'est bilingue? Il y a bilingue, mais moi je suis en français. D'accord. Parce que c'était assez dur déjà de changer d'école, de changer de coach, vraiment changer de vie. Donc c'est un changement total de vie. Ouais, vraiment. Et puis s'il y avait en allemand, en plus encore la langue, je pense pas que j'aurais passé l'année. Et ça aurait été déjà pas mal compliqué. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une année en bilingue, mais ça sera encore...
Bon, t'apprends de toute façon avec la majorité du team, je pense. Ouais, bon là, allemand. c'est encore pas mal en français, mais Ok. si, par exemple, un jour, je vais à Vous êtes un peu Suski. marginalisé, un peu les romans. Oui, contre les bah, Suisses. ouais, bah, après, sur les courses et tout, j'essaie toujours de parler en allemand parce que c'est important. Et puis moi, je suis une personne qui est assez sociable et qui parle facilement à tout le monde. Donc, j'essaie de pratiquer mon allemand le plus possible pour que ce sera plus facile par la suite parce que l'allemand, c'est très important dans le monde du ski, surtout quand on est en Suisse. Surtout pour les sponsors, parler avec les sponsors aussi. Aussi, Parce que sponsor. mine de rien, est-ce que tu sens que tu dois aussi te vendre? C'est-à-dire qu'il y a bien sûr d'une part les résultats, Mhm. mais est-ce qu'il y a autre chose qui puisse intéresser des sponsors ou des entraîneurs? Tu vois, tu sens que tu as Oui. quand même quelque chose à faire valoir au-delà de la performance? Ben, enfin, je pense que c'est quand même surtout notre performance et surtout notre ski. Enfin, ils vont pas regarder en fonction de la personne. Ils vont pas se dire ah ouais ben, je vais la prendre parce qu'elle est sympa quoi. Ouais. Elles vont vraiment regarder par les résultats. Mais après, c'est sûr que il y a des fois, enfin, tu dois essayer de te rendre visible un peu. Tu dois essayer de parler avec des gens pour des skis, pour le matériel, pour essayer de trouver de l'argent. Tu dois essayer de te confronter à ça. Mais moi, pour l'instant, ça va. Ça va pour l'instant. Okay. Comment ça se passe la structure des journées à Brigue? Alors là, on est en pause, donc on est en été, donc c'est les pauses de vacances scolaires comme tout le monde un peu. Donc là, on s'entraîne beaucoup sur les glaciers. On s'entraîne sur les glaciers l'été, on fait des camps souvent de 5-6 jours. Et puis là, on est en pause, on peut partir en vacances avec notre famille quand même. Et après, on aura la rentrée scolaire. Et là, on rentre dans l'hiver qui est très, très dur. Très dur, mais très intensif. On part, déjà tout l'hiver, on n'est pas à l'école. On loupe énormément d'écoles pour aller en course. On fait souvent, par exemple, on part le lundi, mardi, on va s'entraîner où on a la course, par exemple, je sais pas, à Zinal, on va s'entraîner 2 jours. On fait les courses le mercredi, jeudi, vendredi, et on rentre chez nous le vendredi soir, et puis on est chez nous le week-end. Et après, souvent, on est là quand même. Quelquefois, on est là pendant la semaine à l'école, mais la majorité de l'hiver, on est quand même en train de skier et faire des courses. Et il y a énormément de courses aussi. Là, cette année, j'étais à 43 départs de la saison. Donc, ça change beaucoup de l'année passée, de cette année, parce que on fait quand même, on fait un peu combien on veut, et puis on peut aller un peu où on veut. Il y en a tout le temps des courses. C'est toi qui sélectionnes les courses où tu veux aller? Ou bien c'est quand même la structure C'est qui la dit t'es en forme, on a vu tes temps, on a vu, je sais pas, tes reps max, en soulevé de terre, enfin je veux dire, on sent que t'es en forme, parce que je pense que t'es suivi physiologiquement minutieusement. Oui. Est-ce que c'est une conversation avec le staff, ou toi tu dis, voilà, effectivement mes chiffres là sont pas super bons, mais je veux participer à telle ou telle course parce que je pense que le profil m'intéresse et puis peut générer de la performance? C'est pas nous qui choisissons. D'accord. Mais c'est vraiment le groupe qui dit okay. on va là, mais ils disent même pas forcément. Ils regardent, je pense, aussi par rapport aux résultats, mais on est tous dans les mêmes courses, et puis c'est même pas, je pense, le groupe, c'est même, je pense, la hiérarchie d'au-dessus qui décide de où on va aller. On fait beaucoup de courses en Suisse, même si on peut aller à l'étranger, mais ils préfèrent qu'on fasse en Suisse. Ouais. On a fait quelques courses à l'étranger, mais pas beaucoup. Ouais. Mais à l'étranger, c'est quoi? C'est soit Autriche ou Italie ou France? Ouais, France, tu vas Italie. T'es tout le temps dans les Alpes, tu vas pas tout d'un coup encore pas aujourd'hui dans les Pyrénées ou bien en Asie? Non, pas pour l'instant, non. Après, peut-être qu'on va y aller pour l'entraînement, mais pas pour les courses. Mais des fois, les entraînements, il y a une possibilité qu'on aille sur d'autres continents, mais pour l'instant, les courses, c'est beaucoup en Suisse. Tu disais que tu as fait 42 courses cette année, enfin l'année passée. Voilà, un professionnel qui va potentiellement au JO fait combien de courses dans l'année, tu sais? C'est une bonne question, mais je pense qu'il doit être quand même moins. Quand même moins, mais pas. Je pense qu'il doit être autour de 30 par là. Je pense. Ça, tu saurais l'expliquer? C'est juste que vous devez être drillé à répéter les efforts. Et puis c'est souvent les premières années, on apprend un peu à gérer aussi. C'est aussi fait pour apprendre à gérer comment un peu une routine de course. Et en fait, on veut essayer
de performer le plus possible pour aller plus haut. Donc c'est comme ça, dès qu'on est en élite, c'est un peu les courses de Coupe du Monde, il y a ça, et on y va vu qu'on sait qu'on a le niveau. Et puis là, c'est un peu un jeu de où est-ce qu'on va pour essayer pour faire le plus de résultats bénéfiques pour nous. Et ouais, c'est un peu une stratégie, on va dire. Au niveau de l'entraînement, on sait que vous devez être super explosif. Il y a toute cette performance liée au renforcement musculaire. Oui. Comment ça se passe ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand on est à Brick, on a tout sur place. On a des salles de force, on a des terrains, on a plein de choses. Et puis souvent, on va où je suis à l'école, on a les après-midi de congé, le mercredi, jeudi, vendredi. Et là, on s'entraîne souvent 1h30, 2h. Et puis on a un entraîneur privé, pour le groupe de conditions physiques. Et puis ça varie selon les semaines. On fait souvent 3 fois par semaine de la force, 1 fois de l'endurance, haut du corps. Et puis après, plus on va dans la saison, plus ça change. Au début de l'été, on fait beaucoup de force, un peu de la fonte en profondeur avec pas beaucoup de poids. Et puis après, plus ça avance dans la saison, plus on commence à faire de l'explosivité avec moins de poids, moins de répétitions. Et pour un peu la filière de la préparation. Petite question, rep max, leg press 100. Ouais, pas mal. Et soulevé de terre ? Soulevé de terre, je dirais 40. Ouais. Par là. Ouais, pas mal. Ouais, on fait beaucoup. Ouais. Et un petit peu d'endurance. Alors on sait que oui. c'est beaucoup de courses qui sont très courtes. Tu peux presque ne pas respirer. T'as pas besoin d'oxygène, on va dire, presque. Endurance, ça m'intéresse. Comment se passent les stages ? Est-ce que c'est du vélo ? Est-ce que c'est de la course à pied ? Voilà, est-ce que tu arrives à me parler de ça ? Ouais, alors endurance, on fait pas mal des intervalles, on fait beaucoup. Intervalles, souvent pendant 10 minutes, on fait 1 minute. Et puis après, c'est sectionné. Aller chercher le lactique, quoi. Ouais. Avoir mal aux muscles. Ouais. Mais après, on fait pas mal aussi de jogging, juste normal, tranquille, pour récupérer aussi, c'est important. Et puis pour pas... en ski, on n'a pas énormément besoin d'endurance non plus. Donc voilà, mais après, chez nous, on a beaucoup de vélo à faire. Ils nous disent, vous allez faire du vélo. Et puis après, c'est nous qui choisissons un peu à notre niveau. C'est pas nous qui choisissons notre intensité. Si tu fais ton entraînement, tu peux choisir, tu mets combien de poids. Donc c'est toi qui choisis si tu as envie de mourir ou si tu as envie d'être chill, quoi. Et toi, est-ce que tu te fais mal ou t'aimes pas faire ça ? Ah oui, à fond. Des fois, je pleure sur ma machine, là. Je suis au bout de ma vie, la dernière rep, là. Mais ouais, moi, j'ai appris à toujours beaucoup me pousser vraiment à la limite, quoi. T'as déjà vu les entraînements de Lara Goutte ? Ouais. C'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose. Après, quand t'es skieur et quand t'as vraiment envie d'aller loin et quand t'as vraiment envie de prendre du muscle, je pense que t'es prêt un peu à tout et puis tu souffres, quoi. Mais après, tu sais que c'est vraiment pour toi, pour le mieux, pour les blessures, pour être le plus performant possible et être le moins faible pendant ta course. Ou si tu sens que pendant ta course, t'as plus de jambes, des fois, t'es là... T'as déjà eu des sensations comme ça, en pleine course, tu dis ça répond plus, je sens que je suis vraiment fatigué. Là, on a fait beaucoup d'entraînements sur les skis et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de force. Donc là, j'arrive en bas, je suis là... Je pense qu'il faut qu'on refasse la force bientôt parce que après t'as l'impression que t'as tout perdu. Vraiment, t'as tout perdu alors que tu l'as au fond de toi. Enfin, tu t'es entraîné, donc c'est pas parti comme ça. Mais des fois aussi le souffle. Je suis là, j'ai couru, je me suis entraînée. Pourquoi je suis comme ça ? Mais aussi, on a pensé à respirer et c'est ça qui, des fois... Ouais, avec la pression des courses, t'oublies aussi de respirer. Faut relaxer pendant la manche, faut respirer. Souvent, t'es tout crispé parce que c'est comme un effort physique, quoi. Donc, Et au niveau nutritionnel, est-ce que vous êtes suivi ? Pas par un professionnel, non. Notre entraîneur de condi, il nous fait des fois des petites séances comme ça et puis il nous explique avec un petit PowerPoint
peu comment nous alimenter pendant les entraînements, à quel moment, combien de temps il faut manger quoi après l'entraînement, pas un entraînement d'endurance ou de force. Et on n'est pas énormément suivi et moi j'aimerais bien qu'on soit un peu plus suivi par rapport à ça, mais je pense qu'on n'a pas trop les moyens. À Brigue, on n'a pas vraiment de structure autre, on n'a pas vraiment de physio, on n'a pas d'ostéo, on n'a pas de nutritionniste, enfin on n'a pas tout ça, massage, on n'a pas trop. Après c'est chacun un peu son truc privé. Moi je trouve que ce serait une bonne idée d'avoir un peu des personnes comme ça qualifiées pour nous. Même parce qu'on n'est pas tout seul, il y a aussi les garçons, il y a aussi d'autres sports, il y a pas que le ski alpin. Donc... Ouais. Faudrait avoir de l'argent quoi, pour avoir plus de professionnels de la santé autour des athlètes. Toi, tu as commencé par le patinage artistique. On sait que dans les sports artistiques, il y a quand même pas mal de problèmes au niveau de la nutrition. Parce que le fait d'avoir un corps fin, être presque maigre, génère la performance. Parce que les mouvements vont être plus élégants, plus acceptés socialement, quoi, on va dire. C'est juste ça, c'est une norme sociale. Est-ce que toi tu le vois aussi dans le ski, c'est différent parce qu'il faut vraiment être plus dodu, on va dire, pour encaisser les chocs que vous avez sur vos articulations. Est-ce qu'autour de toi il y a eu des gens qui ont eu des problèmes au niveau de la nutrition? J'en connais qui ont j'en connais quelques-unes, j'en connais pas beaucoup, mais qui ont eu un peu des problèmes d'anorexie et tout ça. Mais même en ski? Même en ski, ouais. Et c'est comment ça? T'as essayé d'échanger avec elle ou c'est quand même quelque chose de celle que je connais, je la connais pas personnellement. D'accord. Mais après c'est quand même rare. Enfin, je connais pas. Dans le ski c'est plus le cas inverse. Mais moi j'ai toujours fait attention à ce que je mange. Enfin, on m'a appris toujours à manger sainement, bien manger. Et puis après je le vois aussi. Il y a aussi, c'est un peu de l'éducation aussi. Les gens qui choisissent ce qu'ils veulent manger, s'ils mangent mal, moi je vais rien dire parce que je vais c'est pas ton business, quoi. Voilà, exactement. Mais après on s'influence aussi entre nous. Si par exemple moi on s'arrête et puis je prends une salade, les autres ils voient que je prenne une salade, donc après c'est aussi pas mal des influences sur les autres. Mais en ski alpin c'est quand même assez rare qu'il y ait des problèmes de... Si tu avais continué dans le patinage artistique, là, on aurait une séquence où on aurait pu plus grosse, je pense. Je vois. Le patinage, c'est dur. C'est compliqué, c'est autre chose, quoi. C'est vrai que tous les sports artistiques, dès que le corps entre en jeu, l'esthétique joue un grand rôle sur les résultats, quoi. Mais après, je dirais pas que c'est le contraire en ski. Je dirais pas qu'on fait exprès de beaucoup manger et de manger n'importe quoi pour être plus vite sur non, les mais c'est skis. les entraînements qui font que tu prends automatiquement la masse musculaire et que tu es obligé, quoi, parce que sinon tu tiens pas. Au niveau des courses, est-ce que tu as un souvenir en particulier, quelque chose dont tu es fier, une course où tu as gagné ou bien en tout cas où tu étais vraiment dans le flow, tu sais? Ouais, je pense que c'était cette saison, j'ai fait une troisième, j'ai fait un podium en FIS. Alors c'était à peu près en fin de saison, j'en revenais pas. Enfin, j'ai fait ma première manche, j'étais genre 11e, et déjà ça c'est vraiment en FIS, c'est quand tu dis que t'es avec des filles qui sont à Swisski, qui ont 25 ans, qui ont de l'expérience, qui savent comment skier, et puis moi je suis toute nouvelle, je suis en première année. Et donc ça c'est une course pro ou enfin t'es contre des pros, enfin qu'on comprenne un petit peu la structure de la compétition. C'est des courses qui sont ouvertes, c'est quand même c'est un peu tout le monde, mais c'est différents niveaux, on va dire. Je vais pas courir avec des filles en Coupe du Monde, mais ça m'est déjà arrivé d'être avec des filles qui ont déjà fait des Coupes d'Europe ou quelques Coupes du Monde. Mais après, c'est la même chose que moi, mais à un autre niveau. Elles choisissent leur course, où c'est qu'elles vont pas aller à une course où elles peuvent rien faire. Enfin, elles vont gagner, mais ça va rien leur apporter. Donc moi, on est un peu toutes au même niveau. Il y a des plus grandes, mais qui ont aussi le même niveau. Des plus grandes qui sont aussi plus fortes. Mais souvent, quand tu arrives en FIS, ça fait gros changement parce que tu arrives en bas, tu te prends 5 secondes. Tu es là, c'est ça que ça va être toute la saison.
ça fait un peu mal et après tu pars avec des gros dossards au début et après au fil de la saison tu essaies de baisser tes points, donc c'est un calcul qui est fait au niveau de tes résultats et plus tu as des points bas, plus tu pars en premier, donc plus tu as une meilleure piste. Ça veut dire que les plus fortes partent en premier. En premier, ouais. Ouais, parce qu'après la piste, c'est une boucherie, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc après ça c'est pour la première manche et après quand il y a la deuxième manche, c'est inversé, les 30 sont inversés. Donc si t'es première à la première manche, tu pars 30e. Okay. Parce que c'est un jeu d'égalité un peu. Tout le monde doit avoir les mêmes conditions au final. Voilà, exactement. Après si tu fais 15 et 15, t'as la même piste, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, l'objectif, c'est baisser tes points pour partir en premier. Parce que si tu pars 2 ou si tu pars 20, il y a une énorme différence. Au niveau de la neige, quoi. Ah, au niveau de la neige, direct. Après, ça dépend aussi de la période. Si c'est super mou, si parce qu'il fait chaud, ou si c'est bleu glace. Ça dépend. Et donc, la première manche, tu fais 11e, c'est ça ? Ouais, je fais 11e. D'accord. Déjà là, j'étais là, waouh, c'est incroyable. Et puis deuxième manche, je pars pas tout dernière, mais je pars quand même un peu dans les dernières. Et puis je sais pas trop ce que je pars et puis je me suis dit, je sais pas, j'y vais quoi. Et je descends la piste et pour moi c'était normal. Enfin j'ai skié bien, mais voilà j'arrive en bas et je vois que j'arrive en bas première. Donc c'est normal parce que vu que tu pars dans les 30 inversés. Pour pas perdre des rangs, tu dois arriver en bas première parce que t'es censée être la plus forte parce que les plus fortes sont par derrière toi. Donc j'arrive en bas première et après je suis là, c'est trop bien. Et là t'as les autres qui arrivent. J'attendais, je regardais, j'avais mes yeux fixés sur le chrono et je vois les gens qui descendaient et elles sortaient. Il y en a pas mal qui sont sortis, donc elles sortent. Donc moi je gagne des rangs à chaque fois. Et puis là je commence à gagner 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Et là je me retrouve 5e et j'étais là. Je n'en croyais pas mes yeux, vraiment, je ne croyais pas mes yeux. Et vraiment c'était le sentiment juste. J'étais tellement heureuse quoi en bas et puis. Chaque personne qui passait, je me suis dit, mais là, c'est un grand gagné pour moi, c'est incroyable. Et puis finalement, je finis 3e. Et là, vraiment, je pense que c'était... C'est le total des deux. Oui, c'est le total, ouais. Voilà. Donc normalement... Manches, toujours en 2 manches. Voilà, celle, par exemple, la première, sur moi, elle avait par exemple, je sais pas, je dirais 1 seconde d'avance. Et elle a 1 seconde d'avance au départ. Donc elle part avec 1 seconde d'avance. D'accord. Donc si elle va arriver en bas première, elle doit me battre d'1 seconde, on va dire. Voilà. C'est ça aussi la piste qui est dégradée aussi. Mais la piste, elle se dégrade pour la dernière, mais tu as plus d'avance selon la première manche. Ouais, je vois tout à fait. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce qui explique que tu as fait 2 manches très maîtrisées, on va dire ? Est-ce que tu as fait... On voit souvent la visualisation mentale avant les courses. Oui. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi ? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que j'ai fait comme d'habitude. Je pense que c'était une piste qui me correspondait beaucoup. C'était où ? C'était à Thion, en Valais. Et j'avais déjà fait des courses, on avait fait pas mal déjà de courses sur cette piste. C'était du géant. Donc géant, c'était assez ma discipline où j'allais assez vite à ce moment-là. Et... je sais pas, je me suis préparée comme d'habitude et puis je me suis même pas dit il y a un enjeu grand parce que j'étais 11e donc je me suis dit c'est quand même super bien parce que de base je suis plus dans les 20, 25 et je me suis dit je fais juste comme d'habitude et tout et je pense que j'ai juste bien skié. Après j'ai pas un ski, je me suis pas dit alors là je vais tout démonter. Je suis arrivée en bas, je me suis dit c'était bien mais c'était pas non plus waouh. Toi, c'était maîtrisé, quoi. Pour moi, c'était assez bien, mais je pense que j'ai assez bien vu que il y avait un peu des petits pièges dans le parcours, il y avait un peu la piste elle s'est dégradée, des petits trous, et je pense que j'ai réussi à bien gérer ça. Et les autres, je pense qu'elles ont pas mal skié, mais elles ont pas réussi à passer. Moi, j'ai plus bien passé les obstacles et elles moins bien. Je pense que c'est ça qui a vraiment déterminé ma 3e place. Et à partir de ce moment-là, est-ce que quelque chose change ? T'as un nouveau statut ? Ou on peut pas encore parler de nouveau statut sur une course ? Après ça va vite parce que j'ai fait beaucoup de points, donc j'ai beaucoup baissé mes points et quand t'as des points super bas, je suis passée de 999 au début de la saison à 30 points,
27 points en géant. Donc c'est vraiment très très bien. Et c'était clairement une course qui était très bénéfique pour moi, mais c'était encore ma première année et j'allais pas... si par exemple ça a été ma deuxième année et puis j'avais fait déjà plusieurs courses comme ça, peut-être qu'un nouveau statut, peut-être que je serais rentrée à Swisski, mais là j'avais fait une course bien. Bon, dans l'ensemble j'avais fait une très bonne saison quand même, mais ça c'était vraiment mon résultat de la saison. Petite question comme ça, un peu anecdotique. Oui. Record de vitesse, tu sais, t'arrives à estimer? Je dirais que... Pas forcément record, mais... Ouais, record dans la 110 par là, je ouais. pense. En descente, on est bien à 110, comme je pense par là. T'as déjà eu peur sur certaines courses, certains sauts? Voilà, on sait qu'il y a certaines étapes, en tout cas au niveau professionnel, qui font plus peur que d'autres. Oui. Est-ce que toi, il y a une course en particulier, une station en particulier qui te fait peur? Pas vraiment une station en particulier, mais la vitesse, c'est normal. Enfin, les disciplines de vitesse, moi j'adore la vitesse. Vraiment, c'est vraiment... j'ai un peu découvert ça cette année parce que j'ai fait un petit peu l'année passée, mais pas beaucoup. Et puis là, on a fait pas mal quand même de super G de descente. Et vraiment, je pensais pas que j'allais vraiment beaucoup aimer ça parce que ça va quand même vite. Et puis, faut avoir un peu, pour la vitesse, faut avoir un peu le truc, quoi. Enfin, ça s'apprend pas. Enfin, t'as un peu le truc, soit t'oses et puis t'y vas et puis tu te poses pas trop de questions. Soit tu réfléchis, t'es un peu sur la défensive et puis là, ça va assez vite les secondes que tu perds. Et, mais après, c'est sûr que quand c'est raide, comme ça, tu dois descendre et tu dois essayer d'aller le plus vite possible. Ça fait un petit peu peur. T'es au départ, t'es là... on va y aller, quoi. On n'a pas trop le choix. Après, oui, c'est sûr qu'il y a des courses où j'ai vraiment beaucoup stressé. Mais je pense que c'était pour tout le monde, surtout quand c'était première course de vitesse comme ça. Il y a des filles qui ont fait ça toute leur vie. Toi, t'arrives et puis t'es minuscule à côté d'elles qui ont les cuisses bien grosses. Et puis... Mais après, je trouve que dès que tu pars, ça va. Ça va. Dès que tu pars, la pression, elle redescend. Ouais. Et, mais juste le sentiment, c'est vraiment trop bien. Même si t'as un peu peur... En fait, tu penses c'est le ski, quoi. Tu dois tellement faire vite, tu dois aller vite, tu dois faire le meilleur temps possible. Donc, en fait, tu réfléchis pas... Enfin, pour ma part, tu réfléchis pas trop... Enfin, oui, c'est sûr, tu as des tactiques de ligne et pour le parcours, ça, c'est sûr. Mais le but, c'est quand même d'aller le plus vite possible. Bien donc, tu donnes tout ce que tu as, quoi. Les carrières sportives, ceux qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui évitent les grosses blessures. Est-ce que tu as déjà eu des blessures? Est-ce que tu as peur de ça? J'imagine que tout le monde a peur de ça parce que c'est parfois, malheureusement, synonyme d'abandon de carrière. Est-ce que tu as déjà eu des frayeurs quant à ça, des chutes? Alors, je me suis jamais blessée. Je touche vraiment du bois parce que j'ai de la chance. Mais après, oui, c'est sûr, on a toujours une petite crainte. Mais moi, vu que je me suis jamais blessée, j'ai jamais vraiment eu peur. C'est souvent les personnes qui se sont blessées, elles ont peur de retomber et de se reblesser parce que... Mais après, tous les carrières élites et tout ça, tous ceux qui font leur métier, ils ont tous passé par la case blessure. Tous. Il y en a tous les croisés, quoi. Ouais, tous les croisés, tous un genou, tous quelque chose. Et même, il y en a qui sont arrivés à 4 blessures, 5 blessures. Et puis ils sont toujours là. Moi, ils m'impressionnent vraiment parce que juste la rééducation, 1 an, c'est énorme. Ouais. Et faire ça à répétition, au bout d'un moment, moi, vraiment, ils m'impressionnent vraiment beaucoup, ceux qui ont eu beaucoup de blessures. Et qui arrivent encore à avoir le niveau. Parce que souvent, t'as fait une blessure, t'as un peu une crainte quand même, surtout quand tu dois refaire... Quand c'est un peu plus dur, quand il y a des trous, quand c'est plus dur, mais moi j'ai jamais vraiment eu une crainte de... Après j'en ai fait des chutes, hein. J'en ai fait beaucoup de chutes, mais je me suis jamais blessée et j'espère que ça continuera comme ça. Tes parents, est-ce qu'ils te montrent que parfois ils ont un peu d'appréhension sur certaines courses? Ils ont un peu peur? Est-ce qu'ils essaient de le cacher ou bien est-ce que malgré eux ils te font sentir que faut pas te louper là?
Bah, je sais vraiment que les courses, ils sont devant leur téléphone, devant le live, parce qu'ils peuvent souvent pas être là pour mes courses, vu que c'est pendant la semaine et ils travaillent. Je sais qu'ils sont devant leur téléphone, devant le live, et ils sont comme ça. Mais c'est normal, et surtout pour, surtout si, par exemple, je vois que je suis sortie, c'est là, je pense qu'ils doivent se dire, j'espère que tout va bien, elle est juste sortie, elle est pas tombée, il s'est rien passé. Mais je sais qu'il y a pas mal de stress quand même, vu que tu vois pas, donc tu peux pas trop savoir, mais surtout ils sont pas trop fans. Ma maman, elle est pas trop fan de la vitesse, elle aime pas trop de la vitesse. Et comment tu fais pour dealer avec ça? Tu leur dis mais non, ça va aller. Oui, mais en fait, il faut pas trop le dire, hein, on va pas dire ce que tu fais pour les rassurer, parce qu'après ils vont se dire non mais ça compte pas. Je pense que ils savent que j'ai confiance en moi, et je pense qu'ils savent qu'il faut qu'ils me fassent confiance, et puis je sais ce que je fais de toute façon. Et ouais, je pense qu'ils se disent, de toute façon, ils ont pas trop le choix, ils peuvent pas trop m'empêcher à faire quelque chose, ils peuvent pas m'empêcher à faire une course, ils vont pas dire bon là, Ellie, tu vas pas, j'ai peur pour toi. Mais je sais qu'ils sont toujours là, ils sont un peu stressés, mais c'est un peu du bon stress aussi, parce qu'ils sont un peu... Ils sont contents pour toi aussi, oui, que ils sont très contents pour moi. Tu fasses ta passion au quotidien. Exactement, ouais. C'est sûr. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de Brig, où ils vont manquer un petit peu de professionnels de la santé. Pourquoi ? Parce que c'est tout le temps des coûts pour Confédération, la structure en tout cas. Toi, qui est-ce qui supporte tous les coûts de tes courses, tes entraînements ? Est-ce que tu as des sponsors ? Est-ce que les sponsors, c'est papa, maman, comme c'est souvent le cas ? Oui. Est-ce que tu arrives à me parler un petit peu de ça ? Ouais, à mon âge, quand c'est vraiment la période la plus difficile, parce que c'est où ça coûte plus cher. La NLZ, tout ça, et puis on n'a vraiment pas beaucoup de financement. C'est vraiment beaucoup mes parents pour l'instant. Après, j'ai tout mon matériel gratuit, heureusement. J'ai la chance d'avoir mon sponsor, un magasin de sport, Backboard Paragon, ici. Backboard Paragon. Ouais. C'est où ça ? Ça, c'est un magasin de sport à Villars. D'accord. Et eux, ils me donnent un peu aussi tous les contacts pour avoir mon matériel. Ils me cherchent un peu toutes les marques pour que j'ai tout gratuit. Et ça, vraiment, c'est cool, c'est vraiment cool. Et puis pour mes chaussures, tous les un peu les réparations aussi, tous les services qu'il y a à faire sur mon matériel, ils sont là et c'est vraiment cool. Donc vraiment du sponsoring en matériel, voilà, qui t'évite justement de dépenser des coûts qui peuvent s'élever à plusieurs, presque dizaines de milliers de francs par année. Ouais. Et, mais après, sinon, autres sponsors, c'est vraiment dur de trouver parce qu'on est beaucoup à faire ce sport et ça coûte vraiment, vraiment cher. Donc pour l'instant, c'est mes parents qui financent beaucoup. Et après le podcast, tu auras des sponsors. J'espère. On compte sur les personnes qui aiment ta personne, ton parcours qui est super inspirant. Est-ce que, petit exercice, peut-être on le mettra pas dans le podcast, est-ce que tu arrives à te vendre ? Me vendre. Petit exercice, on se met en condition. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui ? Pourquoi il te faut de l'argent ? Juste pour que je vive ma passion en fait. Juste que je vive que ce que j'ai envie de faire, pouvoir m'en sortir encore et faire ce que j'aime en fait. C'est juste en fait, je suis obligée parce que c'est vraiment un sport qui coûte cher. Mais qui se comprend aussi parce qu'il est vraiment trop bien ce sport. Il est vraiment trop bien. Et c'est vraiment juste, je me dis chaque fois que je skie, je me dis mais merci la vie de m'avoir fait faire ce sport parce que vraiment il est juste, je me sens tellement moi-même quand je fais ce sport et juste aussi tout ce qu'il y a autour, tout notre entourage, tout le soutien que j'ai. Et je me dis c'est vraiment une expérience de vie qu'il faut que je dois avoir et je pense que le ski ça fait aussi de moi ma personne et ouais, je pense que j'ai vraiment besoin de ça. Après je sais que ça va pas durer toute la vie, je sais que je pourrais pas faire ça jusqu'à mon dernier jour, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment... Tu as envie de vivre ces émotions en tout cas aujourd'hui et puis effectivement tu as besoin d'un soutien pour pouvoir continuer à vivre de ta passion parce exactement. Que c'est des coûts. Mais en même temps, c'est beaucoup d'investissement en temps de ta personne qui pourrait mériter effectivement un petit coup de pouce. Exact. Et puis c'est sûr que
tu seras bientôt une championne, donc les sponsors ne doivent pas manquer le train qui va bientôt partir. Le train à grande vitesse qui dévale les pentes. Donc, messieurs, dames, les sponsors, on compte sur vous. Si cette histoire, en tout cas, vous intéresse, moi, en tout cas, elle m'inspire. Je pense qu'elle va inspirer pas mal de monde. J'espère. Et bon, voilà, on donnera tous les contacts. J'ai encore deux, trois questions. C'est pas fini. On a encore un petit peu de temps. Quels sont tes prochains objectifs? Ce serait quoi? Voilà, objectif à court, moyen terme, quelque chose que tu vises potentiellement déjà la prochaine saison. Rentrer à Swiss-Ski. La fin de la saison prochaine, j'aimerais bien passer en cadre C de Swiss-Ski. C'est le premier groupe Swiss-Ski. Et donc quand on rentre à Swiss-Ski, juste pour qu'on comprenne un petit peu la hiérarchie, la structure, au niveau de la pyramide, Swiss-Ski c'est quoi? Swiss-Ski, d'abord tu rentres, première année c'est cadre C, ça s'appelle. C'est vraiment les premiers qui arrivent. Là on fait encore les mêmes courses que ce que je fais maintenant, donc les courses en Suisse, souvent comme ça. Après cadre B, c'est là tu commences à faire quand même des courses, tu as un peu des meilleurs résultats, tu commences à faire des courses un peu plus internationales, avec un peu plus de niveau. Cadre A, là tu commences à faire des Coupes d'Europe, tu es dans le groupe Coupe d'Europe, tu fais... Là tu es pas mal, là tu es spécialisé souvent dans une discipline ou deux. Et après tu as le groupe national qui est la Coupe du Monde. D'accord. Et donc rentrer à Swiss-Ski, qu'est-ce que ça t'apporterait? Plus de visibilité? Ça m'apporterait surtout beaucoup de soutien financier. D'accord. Beaucoup parce que... Ça c'est Suisse Olympique qui redistribue aux fédérations sportives, dont Swiss-Ski, qui redistribue aux athlètes. Exactement. C'est là, on ne paye pas grand-chose. On a aussi beaucoup plus de personnel aussi à Swiss-Ski. C'est quand même la fédération nationale. Donc on a un skiman qui nous fait nos skis. On a un peu tout qui est payé. On nous donne le matériel, des habits, un peu plein de trucs comme ça, des chaussures. On est quand même pas mal. Je pense que ça aiderait bien mes parents si... Ouais. Et pour rentrer à Swiss-Ski, il faut faire quoi? Plusieurs podiums, il faut diminuer les points, justement, ce que tu disais avant. Alors, il y a un classement qui s'appelle la Swiss Cup. Ça change chaque année, mais l'année prochaine, ce sera les 2007 et 2008, donc moi et les 2008. Et c'est un classement qui est fait... Il y a certaines courses qui sont Swiss Cup et il y en a d'autres qui ne sont pas. Donc, quand c'est les courses Swiss Cup, si on est dans le podium, on reçoit un prize money. Donc c'est assez cool. Et puis après il y a un classement qui est fait à la fin de la saison. Et puis si on est dans les trois premiers, souvent on rentre à Swiss-Ski. Mais après si on n'est pas dans cette année d'âge là, parce que c'est que 2 ans dans la catégorie Swiss Cup, faut baisser ses points quand même assez. Par exemple, si l'année prochaine j'arrive pas à rentrer à Swiss-Ski avec la Swiss Cup, il faudrait que je baisse mes points l'année d'après. D'accord. Assez beaucoup quand même. Donc tu as aussi bien, tu dois soit performer sur une ou deux courses, faire des podiums ou des victoires, soit c'est plus sur la longévité de la saison où là tu diminues tes points. Voilà, tu as les deux stratégies, c'est un peu comme tout sport, oui, les JO quoi. Ouais, soit des points, soit une course en particulier. Voilà, c'est ça. Il y a quand même pas mal de Swiss Cup pendant la saison, je crois qu'il y en a 10. Ah ouais, donc tu as potentiellement 10 chances pour... ouais, après c'est un classement général, donc si tu fais pas bien pendant 3 courses, compliqué. Tant pis pour toi quoi. Donc c'est ça aussi, c'est un peu le stress. Tu dis là c'est Swiss Cup, c'est ça aussi qui ajoute un petit stress en plus, mais après tu dis il y a toujours une option, si t'as vraiment le niveau, il n'y a pas que ça quoi. D'accord. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux auditeurs de Ressources? En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ma personne vous a plu aussi, et que j'espère que vous allez pouvoir m'aider peut-être un petit peu pour faire ce que j'aime. Et aussi, je voulais vous dire que je suis pas une personne, vous pouvez avoir confiance en moi. Vous pouvez avoir confiance en moi, je suis une personne responsable et j'aime juste faire du ski. Et je veux vraiment arriver à accomplir mon rêve, juste de continuer à faire ça et aller le plus loin possible. Et juste si j'arrive à arriver en Coupe du Monde ou faire des JO, c'est vraiment mon rêve quoi. Et j'ai un peu besoin de vous. Ali, merci beaucoup pour
Merci à toi. Ce bon moment d'échange qu'on a passé. Je te souhaite tout le meilleur pour la prochaine saison. Merci. Qui va s'annoncer riche en émotions. En tout cas, ton parcours, ce que tu as fait en tout cas jusqu'à aujourd'hui, tu peux en être fier parce que je sais toutes les heures de sacrifice que tu as eues, que tu as derrière toi, tu as encore devant toi. Et je te souhaite tout le meilleur pour cette prochaine saison. Merci beaucoup. On regardera ce qui se passe un petit peu sur les réseaux, voir si ça bouge. Et puis, compte sur Ressources en tout cas pour avoir tout notre soutien. Merci beaucoup.